Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné 35e. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Festival de Cannes en ce moment où je vous parle et cette émission sera consacrée au Festival de Cannes avec une rétrospective d'entretien que nous avons eue avec des personnalités du cinéma qui ont obtenu des prix dans le plus prestigieux festival de cinéma du monde. Pour cette 35e émission, nous ressortons des tuyaux deux palmés d'or. Claude Lelouch pour Un homme et une femme et Wlancker Schondorf pour Le tambour. Deux réalisateurs que nous avons rencontrés il y a une dizaine d'années et nous parlons des films avec eux que nous avons rencontrés. Puis bien sûr, ils vont parler de leur prix. Nous chamboulons un petit peu la programmation dans cette émission. Nous allons donc commencer par la rubrique de Théo l'analyste aujourd'hui, qui nous parle du film Captain Fantastic. Car Benoît Bazirico de Cinésique.fr est aussi à Cannes. Nous le retrouverons le 29 mai. Bonjour Théo. Bonjour à tous les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'éducation et de place dans la société. Je voulais vous parler de Captain Fantastic. Pour commencer, voici un résumé de l'histoire. Ben Cash et sa femme et leurs 6 enfants vivent dans la forêt dans un coin sauvage de l'État de Washington. Isolés de la société, sans pour autant être survivalistes, Ben et sa femme promulguent à leurs enfants une approche de l'éducation prônant le respect de la nature, la connexion à soi et un retour à l'essentiel. Mais quand la femme de Ben décède, le moment de la rencontre avec la belle famille arrive, et avec elle, une confrontation entre deux éducations très différentes. Réalisé en 2016 par Matt Ross, qui s'est d'abord illustré comme acteur notamment dans Aviator de Martin Scorsese et dans Good Night and Good Luck de George Clooney, Captain Fantastic s'inspire du vécu de son réalisateur. En effet, Matt Ross a toujours été fasciné par les problématiques liées à l'éducation, mais surtout, ses parents l'ont souvent emmené vivre dans des communautés alternatives en Californie du Nord et dans l'Oregon. Une jeunesse sans télévision, souvent coupée des avancées technologiques et où le jeune Matt Ross ne trouvait pas de jeunes de son âge pour s'amuser. Pour préparer le rôle principal du film, celui de Ben Cash, Viggo Mortensen, un Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, mais aussi réalisateur de Falling et de Jusqu'au bout du monde qui est actuellement en salle, s'est vu proposer un grand nombre de lectures jugées indispensables par le réalisateur en vue de l'incarnation qu'il souhaitait pour le père. Des livres comme Les guides de survie de Tom Brown et les textes de Noam Chomsky ont été proposés à Viggo Mortensen, qui confie également s'être rendu dans un coin sauvage du nord de l'Idaho où il avait passé son enfance pour préparer son interprétation. Pour ce qui est du casting des enfants, un casting international a été organisé afin de trouver 6 jeunes entre 7 et 18 ans pouvant apprendre le tir à l'arc, l'escalade, les langues étrangères, les arts martiaux, la chasse, etc. Il fallait trouver de jeunes actrices et de jeunes acteurs crédibles car le film se concentre sur eux.
La photographie merveilleuse du film apporte une formidable proximité avec les enfants et leur environnement, et ceci est dû au travail impeccable de Stéphane Fontaine, le directeur photo attitré de Jacques Audiard. Captain Fantastic remportera le prix de la mise en scène à Cannes dans la catégorie Un certain regard et sera également présenté au festival de Sundance. Retrouvant les parents de leur mère décédée, les enfants Clash découvrent un monde dont les éléments et les règles qui le composent leur sont pratiquement inconnus. Ils ne savent ni parler aux autres personnes qui les entourent, ne connaissent pas les jeux vidéo, n'ont pas conscience de comment vivent et interagissent les enfants de leur âge et les autres personnes qui encadrent une société. La société leur est justement pratiquement étrangère, ce qui cause des quiproquos et des moments de gêne autour d'eux. Les grands-parents, eux, vivent dans une grande maison, ont beaucoup d'argent et semblent très éloignés du mode de vie qu'avaient choisi de vivre leurs filles. Néanmoins, leurs enfants ignorent beaucoup de choses de leur pays et n'ont ni conscience de leur environnement ni de la nature, semblant aveuglés par les écrans et l'ultra-consommation. Malgré tout, ces deux familles vont devoir se découvrir les unes et les autres et donneront naissance à une formidable comparaison dans leur mode d'éducation, fait de respect et d'introspection pour chacune d'elles. Aucune éducation ne sera jugée meilleure ou pire qu'une autre, elles ont chacune leurs défauts et leurs qualités. En vivant de nombreuses choses à travers le film, Ben Cash fera face à sa propre vie et devra interroger l'avenir qu'il se décide à offrir à ses enfants. Le départ de l'aîné pour une prestigieuse école achèvera de faire revenir le père dans une certaine réalité et à prendre conscience de nombreuses choses. C'est un film formidable qui amène des débats sur notre rapport à l'éducation et à la société et qui mélange l'humour et l'émotion, avec un Viggo Mortensen dont le rôle ressemble à celui d'Harrison Ford dans Mosquito Coast de Peter Weir. Le message de ce film peut être le suivant: peut-on entraîner nos enfants dans nos rêves les plus fous en espérant qu'ils nous suivent et que tout marchera sans aucun risque? Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à voir Captain Fantastic de Matt Ross. Je vous souhaite une bonne semaine. Souvenez-vous que l'éducation permet de changer le monde. C'est tout pour moi et comme dit Tarantino, viva le cinéma. Avant de retrouver Claude Lelouch, écoutons la bande originale du film Un homme et une femme, qui a donc obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes en 1966. La bande originale était composée par Francis Lay, et le film réunissait bien sûr Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. Nous retrouvons Claude Lelouch tout de suite après.
6e ciné-comptoir, ici aux Rencontres du Sud d'Avignon. Alors, votre nouveau film s'appelle Salaud, on t'aime. Alors, vous l'avez d'abord présenté aux exploitants, je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés. Je vais les voir tout à l'heure, là. Voilà, donc pour vous, c'est un rendez-vous important, les rencontres professionnelles? Oui, parce que les exploitants, c'est eux qui exploitent le film, et c'est eux qui... ils me font penser à ces gens qui étaient à l'entrée des théâtres et qui racolaient le public en leur disant « Venez voir, vous allez voir le plus beau, là, etc. » Et c'est vrai que ce sont des battleurs extraordinaires et que quand un exploitant aime un film, je ne sais pas pourquoi, il a envie que tout le monde le voie et donc il fait un travail formidable. Donc j'ai toujours eu un très très bon rapport avec les exploitants, surtout les exploitants indépendants qui aiment leurs clients, quoi, puisqu'ils les revoient chaque semaine et qui n'ont pas envie de les trahir. Donc il y a un vrai truc. Moi j'ai toujours aimé les exploitants, puis j'ai toujours aimé les cinémas et j'ai toujours aimé parler des fois avec le gars qui programme. Parce que quand on lui dit qu'on a aimé un film, c'est comme si on lui faisait des compliments sur son propre film, quoi. D'un seul coup le film devient son film et il est fier de vous le présenter. Donc les exploitants sont des gens très très importants puisque c'est la dernière chaîne de la chaîne du cinéma. Et c'est vrai que l'exploitant, c'est celui qui va nous permettre d'accéder définitivement au public. Alors avec ce film Salaud, on t'aime, donc on ne peut pas ne pas penser à votre vie personnelle et peut-être un peu aussi à celle de Johnny Hallyday. Donc vous en avez parlé ensemble? Oui, bien sûr. Quand j'ai raconté l'histoire à Johnny, il m'a dit tu me racontes un peu ma vie. Et c'est vrai que la vie de Johnny et la mienne se surimpressionnent. D'abord, on a à peu près le même âge, on a vécu les mêmes années. Moi, j'ai connu Johnny, j'ai fait son premier Scopitone, l'idole des jeunes. Je l'ai fait tourner dans l'aventure, c'est l'aventure, le rôle de Johnny. Et on avait toujours décidé qu'un jour, on ferait un vrai film ensemble. Et je lui avais toujours dit, j'attendrai que tu aies la gueule qu'il faut pour faire ce film. Et c'est vrai que j'ai longtemps attendu. Je trouve qu'il a aujourd'hui une gueule absolument incroyable, qui raconte tout ce que le film a envie de dire. Je veux dire. Donc, non, j'ai bien fait d'être patient. Et encore une fois, mon collaborateur principal, c'est le hasard. Le hasard a bien fait les choses parce que, au départ, je n'avais pas tout à fait pensé à lui. Et puis, par le jeu des ricochets de la vie et des possibilités des uns et des autres, à un moment donné, j'ai pensé à Johnny et je me suis dit, mais évidemment, voilà, l'idée, c'est lui le personnage, c'est lui. Je cherchais un homme d'un certain âge qui soit resté un enfant. Je veux dire, il a 70 ans, mais dans sa tête, il a 13 ans, quoi, 13-14 ans, comme moi d'ailleurs. Oui, on n'a pas vraiment grandi, et donc comme c'est un film sur toutes les générations, sur les enfants, sur les femmes, je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce film. Je voulais que ce soit lui le plus jeune de la bande avec son pote, quoi. Ils sont dans une cour de récréation tous les deux, quoi. Oui, avec Eddie Mitchell. Oui, avec Eddie Mitchell. Ouais, mais on peut dire que vous faites grandir le public avec vos films. Et avec ce film-là aussi, parce que c'est un film qui peut s'adresser à plusieurs générations, justement. Je le souhaite. J'ai fait ce film pour mes enfants. J'ai 7 enfants, et vraiment, je leur dédie le film. Je l'ai fait pour eux. C'est la première fois que je fais un film pour les jeunes, en espérant que ça intéressera tous ceux qui ont l'âge de mes enfants, quoi. C'est vrai que la première fois que je fais un film où les jeunes sont au cœur même du sujet. Alors justement, ces enfants, tout ce qu'on peut voir dans le film, ce sont des choses que vous avez adaptées de votre propre vie, ou alors là on part après complètement sur la fiction? Non, d'ailleurs, ça peut exister. Non, 5 femmes différentes aussi. Oui, je vous dis, j'ai eu 7 enfants avec 5 femmes différentes, donc je suis au cœur du sujet, donc je sais, s'il y a quelqu'un qui sait que c'est une histoire vraie, c'est moi. Donc vous savez, on ne peut pas mieux parler que de ce qu'on connaît. Donc là, je parle peut-être de ce que je connais le mieux, en dehors du cinéma qui est au cœur de ma vie, mais la famille a joué un rôle très important. J'ai été plusieurs fois amoureux, j'ai fait des enfants, je me suis marié, j'ai divorcé, donc les familles recomposées, je connais, les drames, je connais, les engueulades dans la famille, je connais.
Et puis, je voulais montrer que les enfants, c'est des emmerdes. C'est tout le temps des emmerdes, mais qu'on aime. C'est mes emmerdes préférées. Je veux dire qu'on aime tellement nos enfants que même quand ils sont dans la merde, on est content qu'ils nous appellent, rien que pour le fait de nous appeler. Je veux dire, moi, quand mes enfants m'appellent, je sais que c'est pour me demander un truc. Mais je suis content, je m'en fous. Enfin, je les ai au téléphone. Voilà. Donc, je voulais filmer ce fil invisible qui s'appelle la famille. Ses contradictions, ses paradoxes. Et c'est vrai que dans les familles, les gens s'aiment et se détestent à un point qu'on n'imagine pas. On a, disons, les frères et sœurs, des fois, ont envie de se tuer. On a envie de tuer le père, la mère. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant d'amour. Donc c'est ce paradoxe-là. Et puis j'avais envie de le filmer dans la gaieté, dans la joie. Et puis il y a l'amour de la famille, il y a l'amour d'une femme, l'amour d'un copain et l'amour de son métier, qui sont des concurrents directs. Ce que j'allais dire, c'est une compétition. C'est une compétition, évidemment, parce que en amour, on veut toujours être le premier. Et la position de deuxième ou de troisième, ça ne va pas en amour. On a envie d'être le premier dans le cœur de l'autre. Donc c'est un vrai film sur toutes les formes d'amour, qui donne un sens à la vie, et qui fait que si on se donne tant de mal, si on se fait tant chier, c'est pour aimer et être aimé. Hein. Finalement, tout le reste, c'est du pipeau. Et ces 4 choses vous rejoignent finalement dans votre vie. Ce sont les 4 points cardinaux de ma vie, mon métier, mes femmes, mes enfants et mes copains. Hein. On peut dire que ce sont des moteurs, tous. Oui, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est ce qui me donne envie de me battre, c'est ce qui me donne envie de frimer auprès de mes potes, d'épater une femme, de séduire mes enfants et avec le cinéma de séduire la terre entière. Si c'était possible. Alors c'est un film qui est très, très métaphorique parce qu'on peut le lire à plusieurs degrés. Donc on ne va pas révéler, parce qu'en même temps vous nous surprenez avec comment vous racontez cette histoire, mais en même temps tout cela est très métaphorique. Oui, c'est-à-dire que je pense que tout le monde va se retrouver dans ce film. Parce que à travers l'histoire que je raconte, c'est l'histoire c'est la vie, l'amour, la mort, ce sont ces 7 milliards d'individus qui s'agitent sur la Terre dans tous les sens. Je voudrais, avec ce film, faire apprécier le présent. Je pense que la seule monnaie cash, c'est le présent. Je veux dire que si le bonheur existe, il est forcément dans le présent. Or, aujourd'hui, on a tous... on tue le présent avec le passé et avec le futur. Ce qui fait que dans le présent, on n'apprécie jamais les choses. Vous voyez, on l'apprécie 8 jours après. Et je pense que le personnage de Johnny a envie d'un seul coup de déguster le présent. On sent que cet homme d'action qui a couru, on ne sait pas trop après quoi pendant toute sa vie, d'un seul coup... quand il fait l'amour, c'est peut-être pour la dernière fois. Quand il embrasse ses enfants, c'est peut-être pour la dernière fois. Quand il mange, c'est peut-être pour la dernière fois. D'un seul coup, les plaisirs de la vie, il les déguste, il les apprécie. Et c'est un peu ce que je ressens. Moi, depuis que je suis arrivé à un certain âge, enfin j'apprécie la vie. Enfin, je déguste ce que j'ai peut-être trop gâché en courant trop vite, voilà, jusqu'à maintenant. Et donc, c'est un film essentiel, en tous les cas, pour moi, peut-être le plus important de tous ceux que j'ai fait, quoi. Et est-ce qu'en même temps, justement, apprécier le présent ne fait pas apprécier le futur immédiat? Puisque ce serait un autre présent, le lendemain. Ça, je vais un peu loin, peut-être, voilà. Mais à partir... le futur, moi, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, l'arbitre, il peut siffler la fin de la partie à tout moment. Je ne sais pas, vous voyez, mais... donc, cette partie, j'ai envie de la jouer encore un peu, j'ai envie de jouer les prolongations et les tirs au but. Vous voyez, j'ai envie de... Moi, je ne suis pas prêt à partir. Mais, de toute façon, il faudra bien qu'à un moment donné, je quitte le terrain. Hein. Il va falloir... On va me foutre à la porte à un moment donné. Je vais recevoir ma lettre de licenciement, comme tout le monde. Mais, pour l'instant... J'ai envie d'être un très bon employé et qu'on me garde encore un petit peu, quoi. J'ai envie encore Je prends trop de plaisir à faire des films. J'ai encore au moins 4-5 films dans la tête que j'aimerais faire avant de dire au revoir. Et voilà, si je peux les faire, ça serait formidable. Donc je
je vais voir. D'abord, je vais voir si on me renouvelle mon passeport, puisqu'à chaque film, on vous renouvelle ou pas votre passeport. Et puis, si on me le renouvelle, alors j'en profite et on met le paquet. Voilà. En tout cas, nous, on a toujours un vrai plaisir à voir vos films. C'est vrai qu'il y a des aficionados, comme on dit, de Claude Lelouch. Les gens voient et revoient les films. Oui. Et c'est vrai que vous nous avez dit que peut-être qu'il faudrait voir le film plusieurs fois, comme chacun de vos films, pour pouvoir apprécier d'autres choses, parce que vous l'avez abordé d'un regard particulier. Là. Oui, surtout dans celui-là. Celui-là, je pense que c'est un film qu'il faudra revoir au moins deux, trois fois pour le déguster, justement, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Bon, il y a un premier degré pour la première vision qui est facile, c'est un film facile, hein, il n'y a pas de complications de scénario. Mais après, j'ai essayé de mettre caché dans des coins, plein de petites choses comme ça, et surtout du non-dit. Non, j'aime tellement les... Et puis les animaux jouent un rôle important dans ce film. Ils jouent un rôle important parce que il y a un aigle qui est présent tout le temps. Ça a été facile de voilà, des dresseurs ou il y en a plusieurs d'aigles? Non, il y a un seul aigle. Il y a un seul aigle. D'ailleurs, un jour, il a disparu pendant 2 jours. On était catastrophés. Il était parti. On le retrouvait plus. Il revenait plus. Pourtant, on l'avait entraîné pendant 6 mois pour qu'il s'habitue à la région. Parce qu'il n'a pas un fil à la patte. Il vole vraiment, quoi. Et puis, c'est drôle parce que, donc, à un moment donné, il est parti pendant 2 jours. Et puis, au moment où je dis putain, où est-ce qu'il est ce putain d'aigle? Parce que là, vraiment, il est arrivé. Il s'est posé, comme s'il avait été convoqué par la feuille de service. Comme si d'un seul coup, il avait lu le planning. Et puis, tout s'est très très bien passé. Non, il a été formidable. Et puis, il était attentif, hein, il nous regardait. Hein, c'était pas... En plus, l'œil de l'aigle, c'est l'œil du photographe. C'est l'œil de Johnny Hallyday, voilà. Et puis lui seul dans le film, c'est tout ce qui se passe dans le film, puisqu'il est dans toutes les scènes. À chaque séquence, il regarde. Alors il y a une scène d'anthologie, tout cinéphile ne la manquera pas. Donc c'est une scène de Rio Bravo, et donc déjà la scène du film de Rio Bravo est une scène d'anthologie, et en même temps vous créez une scène d'anthologie avec Johnny Hallyday et oui, j'ai essayé. Celle-là, on peut la dévoiler. J'ai essayé de surimpressionner dans une scène d'anthologie une autre scène. Oui, j'avais très envie de faire chanter Johnny et Eddie ensemble, mais comme des amateurs, pas comme des professionnels, et je l'ai fait chanter avec Dean Martin et Ricky Nelson, devant John Wayne, ce qui n'est pas rien. Donc j'ai fait le montage de telle façon qu'on a le sentiment qu'ils étaient tous sur le plateau en même temps. Donc j'ai fait tourner, je peux dire maintenant que j'ai fait tourner Dean Martin, John Wayne et Ricky Nelson avec Johnny et Eddie. Mais en même temps avec une particularité, c'est que Johnny et Eddie sont comme des amateurs, mais ils sentent presque pas... Non, j'avais envie qu'ils chantent faux. Oui. J'ai dit ça serait formidable que les gens voient que Johnny et Eddie peuvent chanter faux comme des casseroles, comme des gens qui chantent dans leur salle de bain. Alors les réunions de famille comme ça, c'est vrai que ça paraît peut-être difficile quand on connaît les histoires d'amour qui se terminent avec les enfants, quand il y a des séparations ici et là. Est-ce que justement les familles recomposées de cette façon-là ont quand même des grandes joies? On peut le voir avec ce film-là. Oui, parce que la force des familles recomposées, c'est que vous êtes à la fois avec des frères et des sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs, mais qui sont aussi des amis. C'est-à-dire qu'il y a l'aventure, il y a la recomposition, et ça permet d'aller au-delà des frontières de la famille. Moi, je pense qu'il y a 2 sortes de familles, celle du sang et celle qu'on fabrique. Et celle qu'on fabrique est souvent plus intéressante. Je veux dire, on fabrique tous nos familles de copains, d'amis, etc. Donc, maintenant, j'avais envie avec ce film de parler de tout ça et de montrer la force des familles recomposées. Je dirais même aujourd'hui que les enfants de divorcés ont plus de chance que les autres. Parce que ils vivent plus de vie. Le quotidien est moins quotidien. Il y a plus d'aventures, il se passe plus de choses. Et puis, ils ont des visions du monde totalement différentes. Je veux dire qu'un papa et une maman qui s'entendent bien, ça peut très vite devenir ennuyeux. En tout cas, c'est vrai que, au moins, vous parlez de la vraie vie. C'est ça qui est important, parce que c'est vrai que, comme on disait au début, tout le monde peut se retrouver dans ce film-là. Oui, j'ai essayé de faire un film qui soit plus qu'un film. J'ai essayé de faire un film qui soit un moment de vie. J'avais envie que les gens vivent l'aventure que je leur propose
plutôt que de la regarder. Je me suis dit, ça serait bien que les gens, puisque cette histoire touche tout le monde, hein. C'est une histoire universelle, et je me suis dit, il faut que je m'arrange pour que les gens dans la salle vivent avec Johnny et avec Eddie Mitchell et non pas viennent les regarder. Donc bon, voir Eddie et Johnny, on les voit à la télé. Mais c'est pas du tout. Mais là, on vit avec eux. Là, je pense que le spectateur, à un moment donné, vit avec eux. Et en même temps, vous n'utilisez pas toutes les facilités du cinéma, parce qu'on connaît votre cinéma qui bouge, les caméras virevoltantes. Là, non. Là, vous avez posé la caméra. Donc c'est comme si on posait un regard sur... Oui, non, mais c'est l'histoire d'un homme qui pose ses valises. Et oui, voilà. C'est l'histoire d'un mec qui veut mettre sa vie au propre, qui veut rattraper le temps perdu. Donc il fallait que la caméra, elle aussi, se repose et ne les lâche pas en gros plan, qu'on les quitte pas des yeux. Et la nature est importante, je suppose, la nature, et puis cette maison, parce que c'est dans quelle région aussi que vous avez tourné? Alors le décor a été capital, j'ai tourné à Pras-sur-Arly. C'est un petit village à côté de Megève, où on a trouvé un terrain important, où on a pu construire le décor, construire la maison. Et puis, il fallait qu'on puisse avoir un décor où on pouvait venir à toutes les saisons. L'hiver, la neige, l'automne, les feuilles qui tombent, tout ça. Donc on a construit vraiment le décor et je dirais même que une des vedettes du film, c'est le décor et la nature et les animaux qui vivent là, et les gardiens. Et les gardiens qui sont en fait les vrais locataires de cet endroit et qui eux aussi, comme les animaux, savent tout. Et elle est restée cette maison, elle n'a pas été... Oui, non, elle est... Ben oui, on l'a pas détruite. Et j'ai peut-être... Vous pensez que souvent dans vos décors, vous laissez des portions. Non, là on l'a gardée et puis on va peut-être la transformer en maison d'écriture pour des scénaristes, faire une sorte de Villa Médicis à la montagne, quoi. En tout cas, nous on est contents d'avoir vu le nouveau Claude Lelouch, qu'on attend avec impatience le prochain, parce qu'on est sûr que vous avez toujours des choses à nous raconter. J'espère. En même temps, vous puisez tout ça chez vous et puis chez vos voisins. Il suffit de se retourner dans la rue pour voir des vraies vies. Parce que c'est ça, c'est toute une vie, quoi. Non, plus il m'arrivera de choses, plus il y aura de choses sur l'écran, puisque mes films se nourrissent de ma curiosité, quoi. Alors attention à ce que je vais vous dire, c'est très très important. Un film ne peut être vu que dans une salle de cinéma et sur un grand écran. Sinon, vous trahissez le cinéma. Voilà. Et ça n'empêche pas d'en parler autour d'un verre. Absolument. Absolument. Merci Claude Lelouch. Nous écoutons maintenant la chanson du film Salaud, on t'aime. La musique est toujours signée Francis Lay pour un film de Claude Lelouch. C'est vrai qu'il l'a accompagné très longtemps avec les musiques qu'il composait pour ses films. Et puis là, Francis Lay, pour la composition, est accompagné de Christian Gobert. Écoutons donc cette chanson du film Salaud, on t'aime. Ils sont plusieurs à interpréter ce titre.
Passons maintenant au cinéaste allemand, Volker Schondorf. Palme d'or à Cannes pour Le Tambour en 1979, ex aequo avec Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Nous l'avions rencontré pour le film La Diplomatie en 2014. Il nous parle de l'historique, du fait et des suppositions qui tournent autour du projet de faire sauter tout Paris. Tout était en place, mais on ne sait pas quelles sont les raisons pour lesquelles le général allemand n'en a pas donné l'ordre et désobéit à Hitler. Il nous parle aussi, Volker Schondorf, du rôle que la diplomatie peut jouer dans le monde et de la guerre de 14-18 qui aurait pu être évitée. Volker Schondorf, donc nous on est heureux de voir à nouveau un film à vous, parce que c'est vrai qu'au cinéma il y avait un petit moment que vous ne veniez pas nous voir, nous rencontrer dans les salles, et c'est vrai qu'on a de très beaux souvenirs de cinéphiles. Alors Diplomatie, c'est le titre de ce nouveau film, avec André Dussolier et Nils Arestrup. Alors on parlera peut-être de ce petit manque au cinéma, mais ce film-là est quand même un film, je pense, essentiel, parce qu'on sait que la face de Paris n'aurait pas été la même si l'issue avait été fatale, justement. Ah, si Paris avait été détruit, il n'y aurait jamais eu d'accolade de Gaulle-Adenauer, il n'y aurait pas de tandem franco-allemand. L'Europe même serait certainement différente. Moi, je ne serais jamais venu à Paris probablement pour apprendre le français, donc on ne serait pas là en train de faire une interview. Donc effectivement, cette nuit-là, beaucoup s'est joué et aussi un tout petit peu mon propre avenir. Alors, justement, pour se remémorer cette période, justement, vous avez fait une fiction. Est-ce que, parce que c'est vrai que les données ne sont pas les mêmes d'année en année, parce qu'on découvre des choses, est-ce que vous avez été en permanence en train de rechercher des éléments pour étoffer votre film historiquement, pour que ce soit crédible? D'abord, j'ai lu la pièce et j'ai senti que ça, c'est une grande part de fiction, la rencontre de ces deux hommes en une nuit dans une chambre de l'hôtel Meurice, mais je savais quand même très bien quel était l'arrière-plan historique, à savoir les Alliés avaient débarqué, ils avaient avancé, ils étaient aux portes de Paris. Il y avait Hitler qui avait juste échappé à un attentat et qui venait de faire raser la ville de Varsovie, et il ne pouvait tolérer que Paris tombe aux mains des Alliés et des Français. Donc il voulait laisser qu'un champ de ruines, c'était son ordre. Ces faits-là, je savais, et je savais aussi qu'il y avait un général allemand, von Choltitz, qui n'avait pas exécuté cet ordre, bien que les 32 ponts de Paris étaient minés et que la plupart des bâtiments, y compris la tour Eiffel, etc., avaient été chargés de torpilles, de sous-marins, que sais-je. Oui, ça on l'avait découvert, ça. On a découvert tout ça après la libération. Mais ce que personne ne sait, pourquoi ce général allemand ne l'a pas fait? Alors, première idée, c'est c'est un fin esprit, un humaniste, un homme cultivé qui aime les arts. J'ai fait mes recherches, pas du tout. C'était une brute épaisse qui avait exécuté avec la dernière conséquence toutes sortes d'ordres d'Hitler qui étaient des crimes de guerre et qui étaient des crimes même contre l'humanité, la liquidation des Juifs en Crimée. Donc, c'était pas ça du tout. Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et personne ne le sait. Et il n'a pas fait de confession. Alors donc là, champ libre pour imaginer maintenant un diplomate, André Dussolier, qui vient voir ce général Nils Arestrup, un général vraiment à faire peur, et d'essayer de le dissuader, et d'essayer de percer cette armure qu'il a, il est comme un crustacé, pas moyen d'y arriver à la chair. Et par toutes sortes de subterfuges, le diplomate y arrive, y compris des feintes, des mensonges, tout ce qu'il y a. Voilà. Justement, les relations justement de la diplomatie avec justement des conflits à régler, vous pensez que c'est essentiel et qu'il y en a à chaque fois et qu'on l'exécute pas toujours peut-être?
Ben, on vient de voir à Kiev le rôle que la diplomatie peut jouer. Bon, il y avait d'abord la pression de la rue et des Ukrainiens eux-mêmes, mais certainement l'intervention de Fabius, de Steinmeier et des autres Européens diplomates a fait son effet. Et il y a eu la guerre de Yougoslavie qui a été terminée par un diplomate américain, Richard Holbrooke, qui a négocié pendant des semaines avec Milosevic. Donc la diplomatie, on a l'impression, devrait jouer un beaucoup plus grand rôle aujourd'hui. Si elle a été capable de sauver Paris, comme la fiction de notre film le suppose, ben, elle peut peut-être terminer pas mal de conflits. Palestine, Pakistan, que sais-je. Et j'irai peut-être plus loin, est-ce qu'elle ne pourrait pas justement anticiper et faire que ces conflits n'aient pas lieu sur le terrain? Est-ce que ça ne pourrait pas être le rôle des diplomates? Vous avez tout à fait raison. Maintenant, grande commémoration de la guerre de 14, donc il y a 100 ans. Mais cette guerre-là, qui était l'origine de tout le mal du XXe siècle, elle aurait probablement pu être évitée par des diplomates. Il n'y avait aucune nécessité à cette guerre. C'était une guerre complètement idiote, uniquement parce que des gens s'étaient mis en tête qu'ils devaient marcher les uns contre les autres, alors qu'il n'y avait rien à gagner. Hein. Bon, d'accord, l'Alsace-Lorraine, mais ce n'était pas vraiment des guerres qui avaient un sens profond. C'était des choses que, aujourd'hui, à Bruxelles, on règle par négociation. Vous qui êtes allemand, est-ce que justement, parler de tout ça, est-ce que la génération d'aujourd'hui, même en Allemagne, a fait un petit peu, pas une remise en question, mais est-ce qu'elle a fait le deuil un petit peu de ça? Est-ce que les Allemands maintenant sont vraiment des Allemands? Ah oui, je crois qu'il y a... Je pense que vous en avez souffert, vous, quand vous étiez jeune. Moi, j'ai une fille de 22 ans qui, heureusement, a fait son bac en Angleterre, etc. La Deuxième Guerre mondiale, c'est pas son truc. Au contraire, ça l'énerve quand on veut encore la mettre là-dessus. Hein. Nous, par contre, nés avant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, toute notre adolescence, et un petit peu pour moi toute ma vie, puisque j'ai encore tourné ce film au mois de septembre dernier, a été de nous coltiner avec ce bagage et avoir enfin le cœur net, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment ça a été possible. Mais maintenant, heureusement, moi je trouve, 70 ans après, qu'elle soit finie, cette guerre, c'est un néfaste héritage, mais où il n'y a plus de culpabilité à chercher chez les uns ou les autres. On peut l'enseigner, on peut mettre en garde, voilà comment ça commence et tout ça. Mais je ne suis pas historien ni prof d'histoire surtout. Non, moi je suis cinéaste, je suis cinéaste. J'essaie de raconter les histoires de personnes qui se trouvent pris dans cet engrenage. Et ben, ça peut être Guy Môquet qui a 17 ans est fusillé et ne sait pas trop pourquoi. Et ça peut être un général allemand, ça peut être le petit Oscar dans le tambour, ça peut être toutes sortes de personnages. Mais on raconte des histoires humaines de gens qui sont pris parce que c'est la guerre, dans des situations extrêmes où heureusement nous, de nos jours, on n'est pas pris. Mais dans ces situations extrêmes, évidemment, ils révèlent le meilleur et le pire de ce qu'il y a en eux. Et ça, c'est toujours intéressant. On veut toujours savoir comment elle fonctionne, la bête humaine. Et justement, quel est le film que vous avez réalisé, ou film même de télévision, ou pour à l'étranger, parce que nous, en France, on n'a pas vu tous vos films, c'est un petit peu dommage que tous ne soient pas sortis. Quel est celui qui, pour vous, représente mieux, justement, cette période? Parce que c'est à chaque fois, c'est des petits moments.
Moi, j'aurais pas fait tant de films là-dessus. Si en un seul, j'aurais pu tout expliquer. Donc, je ne peux pas avoir de préféré. Évidemment, j'aime beaucoup Le Tambour parce que par le regard d'un enfant, le côté un peu grotesque ressort beaucoup mieux et ça devient plus intemporel. Mais il y a un film comme Le 9e jour, qui n'était même pas sorti en salle en France, sur un prêtre du Luxembourg dans le camp de concentration de Dachau, plusieurs fois montré sur Arte quand même. C'est un film qui m'est très très personnel, très fort, parce que je m'identifie très fort avec ce personnage. Et voilà. Moi, je voudrais que d'autres continuent à faire des films là-dessus, d'une autre génération, qui a un autre regard, et qui ne le font pas de cet angle de culpabilité que j'ai dû avoir, bien qu'étant trop jeune pour participer, mais néanmoins, c'était nos parents, c'était notre famille, c'était donc, on ne peut pas dire j'y suis pour rien. Mais non, c'était notre culture et tout ça qui l'a fait. En tout cas, moi, je suis sûr que vous avez donc participé à justement ouvrir les yeux aux spectateurs aussi bien des deux côtés. L'art et le cinéma, c'est pas ça. Bah, dans votre film, vous dites qu'il y a une personne qui ne peut pas sortir sans ses yeux, mais le regard d'un cinéaste, c'est quand même important. Oui. Vous savez, la première chose, c'est quand même un cinéaste veut raconter des histoires. Et c'est des histoires passionnantes. Et on ne peut raconter que les histoires qui vous concernent. Mais je ne sais pas si mon premier but a été d'ouvrir les yeux du spectateur. Mon premier but, franchement, ça a été quand même de faire venir le spectateur. C'est-à-dire d'essayer de faire du spectacle, de faire du cinéma. Cannes a été pour beaucoup, la France aussi, par rapport à cette carrière que vous avez eue? Pour moi, la France, c'est essentiel. Je ne serais même pas cinéaste si j'étais pas venu en France, si j'avais pas fait mon apprentissage à Paris avec de grands réalisateurs comme assistants, mais surtout sans avoir baigné dans la cinémathèque, dans la cinéphilie de la nouvelle vague et de tout ça. Et mes catégories dans le travail aujourd'hui encore datent des années 60 et j'y tiens. C'est pour ça que vous parlez aussi bien français aussi. It comes with the territory. Voilà, comme Nils Arestrup dans le film, il n'a pas beaucoup d'accent. Et c'est ça qui est bien parce que c'est important parce qu'il n'y a pas à forcer le trait. Oui, voilà, sinon ça serait un cliché de général allemand dès qu'il a de l'accent. Et ça aurait été le danger avec tous les comédiens allemands. Même moi, si j'avais tourné le général, joué le général, j'aurais eu plus d'accent que Nils. Donc c'est très très bien que ça ne distrait pas. En même temps, il a su, par un travail extraordinaire de phonétique, d'apprendre assez d'allemand pour dire quelques phrases en allemand qui le rendent crédible quand il parle à ses soldats. Alors, comme vous avez joué la pièce longtemps, qu'est-ce que vous leur avez dit de plus pour qu'il soit différent dans le film? Mais vous n'aviez pas vu la pièce en plus. Moi, je n'avais pas vu la pièce, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a dit de faire. J'ai réinventé avec eux la pièce, tout en écoutant attentivement quand même qu'est-ce qu'ils avaient fait. Ils étaient une source extrêmement fertile, puisqu'ils disaient là, c'était une scène un peu faible, là, c'était un moment très fort. Là, il y a eu un rire. On a lu la pièce ensemble et ils m'ont fait part de leur expérience avec la pièce et je les ai écoutés très très exactement. Pas pour reproduire ce qu'ils avaient fait, mais pour comprendre le fonctionnement. Parce qu'il y a un petit miracle qui s'est déjà produit, paraît-il, avec la pièce, d'après ce qu'ils m'ont dit, et que je sens après les projections avec le film, c'est que les gens se trouvent concernés. Il y a eu 300 représentations de la pièce et je le sens aux projections du film au Festival de Berlin ou ailleurs. Il y a certaines histoires qui prennent sur le public et d'autres pas.
on met le même travail, la même concentration, le même savoir-faire, et parfois ça prend et parfois ça prend pas, et cette fois-ci ça a l'air de prendre. Tant mieux. Même nous qui étions très peu dans la salle en tant que projection de presse, donc c'est vrai que nous ça a pris. Alors juste dernière question avant de nous quitter, vous parliez tout à l'heure que vous vouliez faire d'autres sujets. Quel est le rêve de Wolfgang Schandorf, réalisateur, pour faire un autre type de film? Est-ce que vous en avez un en particulier qui pourrait vous... Oui, j'ai un rêve et c'est le plus difficile, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a 4-5 ans, j'ai écrit une sorte de mémoire, c'est-à-dire mes histoires de cinéma, mais aussi les histoires de ma vie privée, qui dans mes films en général n'apparaissent pas tellement, puisque je me base sur des sujets d'autres. Et ben, il y a un épisode ou deux de ma vie qu'on pourrait qualifier de drame sentimental ou de comédie romantique, ou je ne sais, que je voudrais raconter. En bref, c'est des histoires d'amour et d'amitié. Et je ne sais pas si je vais y arriver, mais je ne voudrais pas m'en aller avant de l'avoir essayé au moins. En même temps, avec le recul, je crois qu'on est mieux servi par soi-même pour ça. Peut-être, oui. La littérature m'intéresse moins, je commence à m'intéresser à moi-même. En tout cas, nous, on vous remercie de faire tous ces films et on souhaite une longue vie à Diplomatie. Merci beaucoup. Merci Wolfgang Schandorf. Merci à vous. Écoutons la bande originale du film Le Tambour. La musique était composée par Maurice Jarre. Et là, c'est un extrait de la bande originale qui s'intitule Le Tambour d'Oscar. Citoyens et chères concitoyennes, saluons notre hôte venu du Reich. C'est le Führer qui nous l'envoie. Saluons le représentant du parti, Albert Forster, qui nous honore de sa présence ici. Sieg! Qu'est-ce que c'est que ce sabotage? Allez voir derrière les tribunes et bloquez les issues. Au revoir à toutes, au revoir à tous, à la semaine prochaine, même heure, même endroit, et nous ferons le même principe la semaine prochaine, des long drinks avec les invités de nos émissions. C'est pas, excusez-moi du peu, mais c'est vrai que ce sont des personnalités prestigieuses que nous avons rencontrées et qui ont obtenu des prix au Festival de Cannes, et je pense qu'il ne faut pas négliger. Donc si cela vous intéresse, même si c'est des entretiens qui sont un petit peu longs, entre 15 et 20 minutes à chaque fois, eh bien, nous espérons que cela vous intéresse et que nous retombons dans l'histoire du cinéma et que ce sont des choses là que vous ne pouvez pas entendre ailleurs dans l'intégralité. Voilà, donc
Au revoir à tous, bye. Nous sommes à Cannes. Pour vous, nous vous ferons un beau compte rendu au retour, mais vous pouvez quand même nous suivre tous les jours sur les réseaux sociaux, sur notre site Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et bien sûr aussi sur cinezoom.com. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like the true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Cinézoom, c'est, comment dire, c'est énorme. C'est une émission qui donne la parole aux artistes, c'est pas seulement les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme, Cinézoom. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Hein. Consommer énormément cette émission. Hein. Zoom Ciné.
une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.